Bien. Alors ça c'est voilà, ce que vous trouverez dans tous les cours de stratégie. Globalement, ça c'est à peu près bien passé. Ce que vous verrez moins souvent, c'est toutes les questions d'écosystème. Alors, les questions d'écosystème, c'est des choses plus compliquées. Ça consiste à dire, je vais regarder comment je peux faire une stratégie intéressante et intelligente entre tous les gens qui constituent mon écosystème, tous les gens qui tournent, qui gravitent autour de moi. La question, c'est comment faire pour que l'ensemble des gens qui travaillent autour de moi aient envie que je gagne. En fait, plus généralement, comment faire pour que les gens qui tournent autour de moi aient la capacité de gagner en me faisant gagner. Alors, l'exemple typique, par exemple, Microsoft. Microsoft ne vend pas en direct ses produits. Vous allez chez monsieur Microsoft, vous cherchez à acheter des choses, ils n'ont rien à vendre. Ils ont des réseaux de partenaires qui vendent. Alors, de la distribution grand public, vous pouvez acheter dans la Fnac des packs de Microsoft, mais ce n'est probablement pas là que vous l'achetez. Des gens qui sont des revendeurs, des gens qui sont des assembleurs d'ordinateurs, mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des produits qu'ils ont développés sur du Microsoft, en faisant des produits, en proposant de la formation sur les produits Microsoft, en installant des serveurs Microsoft, en vendant du service autour de serveurs Microsoft. Donc, vous avez finalement un nombre d'entreprises qui dépendent de la survie de Microsoft qui est absolument hallucinant. Et quand on compare la capitalisation boursière de Microsoft avec celle d'Apple, on se trompe. Parce que d'un côté, Apple, quand on regarde la capitalisation boursière d'Apple, ça représente probablement 80% du monde Apple. Quand on regarde la capitalisation boursière de Microsoft, c'est probablement 15 à 20% du monde Microsoft. Quand Microsoft fait Windows Vista, qui est une daube, ça ne tue pas Microsoft. Tous les gens qui avaient Windows Vista avaient quelqu'un pour leur dire non mais t'inquiète pas, ils sont en train de réfléchir à un nouveau truc, en attendant je vais t'aider. Ça n'a pas été un problème. Je peux vous dire que le moindre fail d'Apple en matière d'iPhone, ce sera une vague qui va se retirer et comme dit Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on voit qu'il se baigne à poil. Et je dis ça parce que quelque part, il n'y a que 50 000 personnes dans le monde qui sont vraiment concernées par ce qui arrive à Apple. Alors que pour Microsoft, c'est probablement 20-40 millions. Si on regarde par exemple une boîte comme HP qui est très dépendante de Microsoft, rien que chez HP, il doit y avoir 250 000 salariés. Donc imaginez le nombre de petites boîtes qui font de la formation sur Excel, sur Word, sur SharePoint, sur you name it. D'accord ? Deux stratégies très très différentes. Et Apple d'ailleurs a régulièrement tué son environnement. Il y avait un gros distributeur français d'Apple qui s'appelait International Computer. Le moment où Apple avait des difficultés, ils lui ont dit écoute Dieu, tu as gagné suffisamment d'argent grâce à nous, débrouille-toi. Le jour où Apple a basculé de Apple II à Mac, tous les jeux vidéo de l'époque avaient été développés sur Apple II. Et les développeurs sont allés voir Apple et ont fait bon quand même, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ? Et la réponse d'Apple, ça a été écoutez les gars, vous avez gagné suffisamment d'argent avec nous. Débrouillez-vous. Ils se sont débrouillés. Hein. Tous leurs jeux suivants ont été développés sur PC. Il y avait au moins quelqu'un qui leur disait ouais non bien sûr si on change de système d'exploitation évidemment on fera en sorte que l'ancien il soit pris en compte. Tous les jeux qui étaient développés sur anciens systèmes d'exploitation chez Microsoft
on peut encore les faire tourner 3, 4, 5 générations plus tard. Vous comprenez la différence de mentalité? Il y en a un, il a compris qu'il avait un écosystème autour de lui. Et que c'est cet écosystème qui lui permet de se développer à toute vitesse. La différence, quand toutes les ventes que vous faites dépendent de votre capacité à vendre, à chaque fois que vous allez dans un nouveau pays, il faut trouver une bonne équipe de direction et puis embaucher tous les vendeurs, toute la logistique, c'est terriblement long. C'est très 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 coûteux. Quand vous êtes dans un écosystème, c'est les gens qui viennent vous voir en disant « Ah, ben, j'aimerais bien être formateur agréé. » Oui, bien sûr, on a un programme qui est prévu pour ça. Je vais vous donner un dernier exemple sur le sujet. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Charles Schwab. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est aujourd'hui encore un des leaders en matière de bourse, notamment de bourse en ligne. C'est une boîte qui n'existait pas avant 1974, alors que toutes les autres grandes boîtes en la matière, Merrill Lynch, Goldman Sachs, etc., sont des boîtes qui existent depuis plus de 100 ans. Il se trouve qu'en 1974, il y a un truc nouveau qui apparaît, c'est que tout ce qui était courtier pour faire acheter des actions en bourse, donc en gros c'est comme une banque, à l'époque ça ne pouvait pas être une banque, c'est comme une banque dans laquelle vous mettez votre argent et puis ils vous permettent d'acheter ou vendre des actions, et donc vous avez votre argent et puis un compte avec vos actions. Donc ça, les courtiers à l'époque, avant 1974, c'était forfaitisé. C'est-à-dire, ils avaient un taux de commission qui était fixé par l'État. Donc ils ne pouvaient pas faire moins cher, ce qui explique que ce monde soit un monde de corruption. Hein. Non mais il y a que dans ça et la pub, etc. Mais enfin, c'est des mondes dans lesquels on achetait ses clients avec de la drogue et de la pute, quoi. C'était à peu près le concept, quoi. Mais je dis ça comme ça, mais c'est sérieusement comme ça que ça se passait. De toute façon, acheter chez tel courtier ou tel courtier, on payait la même chose. Comment on décide? Soit à pile ou face, soit c'est celui qui est le plus sympa avec nous. Bon. À partir de 1974, le tarif devient libre. Et Schwab, lui, il dit, tiens, c'est intéressant, je vais créer une boîte, mais il n'était pas le seul, hein, ils étaient nombreux à dire, tiens, on va créer des boîtes qui vont faire du courtage à un prix discounté. Pourquoi? Parce que si je sers non pas un client qui vient avec ses 10 000 euros à investir, mais une grosse SICAV qui a plusieurs milliards à investir chaque année, moi quand la SICAV elle m'achète un bloc de 10 millions, ça me prend à peu près le même temps que quand un particulier m'achète 1000 euros d'actions. Donc du coup, je peux le faire au même prix. Si je peux le faire à $100 pour le particulier, je peux le faire aussi à $100 pour la... On ne va pas aller jusque-là. Mais là où avant, pour un truc de 10 millions, on prenait $100 000, eh ben, on va en prendre 10 000. Et donc, il va faire des prix fixes à $10 000. Il va dire, écoute-moi, t'inquiète pas, chez moi, c'est $10 000. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Donc, ils sont tous à se battre pour avoir la main sur les gens qui ont des SICAV. Et puis, il y a une limite à ça. C'est celui d'après, il va dire, moi, je peux te le faire à 5 000. Et puis, celui d'après, il va te faire, moi, je peux te faire à 1 000. Et puis, où est-ce qu'on s'arrête? Donc, on va finir par un endroit où on ne gagne plus d'argent. Donc, lui, il a une idée. Il décide d'acheter un AS400. Bon, l'AS400, vous ne voyez pas ce que c'est, mais c'était la machine qu'IBM vendait par wagon. C'était ce qu'on appelait un mini-ordinateur.
Ça aurait probablement la même capacité que les calculettes que vous avez devant vous ou vos smartphones sont probablement 2 ou 3 fois supérieurs à ça. Je vous rappelle que ce qu'il y a dans un smartphone aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait dans un Cray One à la fin des années 80, qui était le super calculateur que Polytechnique rêvait de se payer. Enfin, vous l'avez dans votre poche aujourd'hui. Ils ont pris un ordinateur, ils ont acheté un mini ordinateur chez Apple et ça leur a coûté 1 million. C'était pas, et ils ont commencé à l'utiliser en mettant des écrans chez leurs gros clients et en disant voilà, sur cet écran, on va te mettre tous les cours de bourse et tu vas pouvoir directement depuis cet écran faire tes achats et tes ventes. C'est magique. Le gars, il a l'impression d'avoir l'accès direct à la bourse, ce qui est un peu le cas. Alors ça, c'est un super changement. Sauf que quand ils ont offert ça à tous leurs clients, leur ordinateur, il n'est utilisé qu'à 20%. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait des 80% qui restent? Et là, ils ont une autre grande idée, c'est de dire, bah tiens, on va utiliser ces 80% pour proposer à des gens qui ne sont pas nos clients aujourd'hui, qui sont des gérants de fortune locaux, des gens qui gèrent la fortune dans une petite ville, il y a toujours 2, 3, 4 personnes qui gèrent l'argent des plus riches. Et ben on va leur proposer eux aussi d'avoir un ordinateur avec un modem pour pouvoir se connecter et faire leurs achats et leurs ventes. Alors ça c'est génial ça. Là les mecs, là encore ils rêvaient. Mais si ça s'était arrêté là, ça aurait été assez simple finalement et à répliquer. Donc vous avez la bourse. Vous avez un ordinateur AS400. Vous avez ici des clients qui sont des SICAV. C'est des gros fonds. Et vous avez ici des clients qui sont des gestionnaires de patrimoine qui ont un business avec eux-mêmes des dizaines de clients. Là, les SICAV, ce qui se passait avant, c'est que pour acheter une SICAV, il fallait aller chez le banquier qui hébergeait la SICAV. Donc il fallait ouvrir un nouveau compte. Donc quand il y avait une SICAV qui avait un fonds commun de placement, un fonds qui avait une grosse valeur, là, qui avait un gros intérêt, il fallait aller dans la banque qui l'hébergeait et dire je voudrais souscrire à ce truc-là. Avec Schwab, ils sont du coup accessibles et Schwab va les rendre accessibles pour ces gens-là. Il va dire écoutez, vous savez, vous gérez une partie en bourse des actions de vos clients, mais vous pouvez leur proposer l'accès à des super fonds vachement connus, vachement successful. Et de la même façon, ça permettait de dire aux SICAV, vous savez, nous, on peut vous marketer un peu chez des gens qui ont accès à des très riches, ou à des riches. Déjà, c'était pas mal. Sauf qu'il y a 2 trucs de plus qui sont ajoutés. Des gens qui ont voulu porter la marque Schwab, notamment ici. Et donc, qui disaient, mais moi, si j'avais un panneau Charles Schwab, ça me ferait plus de business. Et puis, je vous aime bien, les gars, j'aime bien la marque que vous avez fait. Est-ce que c'est possible? Ouais, pourquoi pas, ouais, si vous abîmez pas notre marque, ouais, c'est possible. Donc, on va avoir quelques exigences sur la façon de travailler que vous avez de travailler avec vos clients, mais ouais. Et puis de la même façon, il y a des SICAV Schwab qui sont créés en disant moi ma marque elle n'est pas connue, si je fais un truc à ta marque, c'est le même travail que ce que je fais, je peux te le faire. Et eux ont vraiment grossi, et puis ça a vraiment grossi. Et à chaque fois, un Schwab collectait des sommes sur chacune des transactions qui étaient faites par chacun.
Et là arrive l'Internet et la bourse en ligne. Et donc il y a des particuliers qui, avec leur ordinateur, peuvent avoir accès directement, via Schwab, à la bourse. Ils sont nombreux à proposer ça. Mais ils ne sont pas nombreux à proposer aussi l'accès à des SICAV, l'accès à des gestionnaires de patrimoine, et de proposer aux gestionnaires de patrimoine un accès à des clients, et de proposer aux SICAV un accès à des clients. Et à chaque fois en prenant des toutes petites sommes ici. Comprenez que ça c'est indéboulonnable. Personne peut venir les chercher. Ils se sont posé la question, est-ce que Merrill Lynch, on n'est pas en risque avec l'arrivée des trucs, etc. La conclusion c'était, on ne risque rien. Merrill Lynch est à des années-lumière de pouvoir faire ça. D'abord, ils ont été tellement inamicaux avec les SICAV que les SICAV ne viendront jamais chez Merrill Lynch. Ensuite, ils ont des réseaux en direct ici, donc ils ne vont jamais pouvoir aller voir les gestionnaires de patrimoine indépendants en leur disant tiens, venez nous rejoindre. Et d'ailleurs, ils ont une très mauvaise image ici. Donc, pas de risque en fait. Ils ont construit un modèle terriblement stable parce que ils ont respecté leur écosystème. Ok ? Qu'est-ce qui fait la supériorité de Zara ? Le prix accessible Et surtout en fait le fait qu'ils suivent la mode un petit prix. ça veut dire quoi suivre la mode ? Donc qu'est-ce que ça sous-entend ? La rapidité. Ouais, mais comment on fait pour être rapide ? Prévoir. Malheureux, si quelqu'un avait encore une fois une recette magique. À l'époque où tous les grands du prêt-à-porter allaient sous-traiter au Pakistan, en Inde ou en Chine, eux, ils sous-traitaient à quelques kilomètres de chez eux. Et donc, beaucoup moins d'allers-retours, beaucoup moins de pertes en traduction, et finalement, des écarts vachement conséquents. Vous pouvez ranger vos ordinateurs, là, les trois, là. Les quatre. Ok, donc je vais vous donner un exemple de ce qui a été la supériorité de Zara au moment du 11 septembre. Au moment du 11 septembre, aux États-Unis, tout le monde est en deuil. Donc tout le monde veut porter du gris et du noir. Et Zara a été capable d'envoyer dans ses magasins américains, en l'espace de 2 semaines, une nouvelle collection en gris et en noir. Ouais, sauf que les petits camarades, eux, ils n'ont pas pu faire ça avant le mois de décembre. Or, en décembre, les gens, ils commençaient à se dire que peut-être qu'on pouvait remettre un peu des couleurs. Donc là, ils attendaient plutôt des couleurs pastel. Et Zara a pu envoyer en 2 semaines des couleurs pastel pendant que les autres se mangeaient des stocks de gris et de noir dont plus personne ne voulait. Ça va dans un sens et ça va dans l'autre. Et donc tout leur truc est autour de on va être au même prix, on va être pas beaucoup plus cher que les autres, mais on va vendre beaucoup plus de ce qu'on produit. Et finalement, ça compte de savoir combien on vend. On achète des tas de choses pas chères, mais on en vend beaucoup et on en rejette beaucoup. C'est une question qui est intéressante sur le coût global de ce qu'on a vendu. C'est bien beau d'acheter des t-shirts à 1 euro. Si on n'en vend que la moitié de tout ce qu'on a acheté, bon, c'est peut-être bien si on les vend 10 euros. Mais si quelqu'un réussit à en vendre beaucoup plus que nous, avec une marge qui est à peine plus faible, parce que il n'est pas obligé de mettre à la poubelle toute une partie, le calcul est intéressant.
Et il est d'autant plus intéressant qu'il vous permet de proposer un autre produit, c'est-à-dire des magasins dans lesquels on trouve de la mode actuelle. Et attention, dépêchez-vous parce que probablement elle ne sera plus là la semaine prochaine. Donc vous freinez pas dans vos achats. Si ça vous plaît, je ne peux pas vous garantir que ce sera encore là la semaine prochaine. Donc le fondateur de Zara est la deuxième fortune du monde actuellement. Hein. C'est un très très gros succès. Good. Et toi, c'était donc le patron, le fondateur de Honda. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur lui? Il a arrêté les cours en étant jeune. Mmh. Il a travaillé en tant que garagiste, principalement au début de sa vie, avec du coup à la capitale. Il est rentré, après je crois, vers ses 21 ans pour faire son propre garage, dans son village. Après, à ses 31 ans, il a ouvert sa première entreprise, il a créé des boules de segment à piston, c'est des moteurs, pour une autre entreprise. En fait, il a subi des échecs, tremblement de terre et tout. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a revendu tous les débris de ses entreprises, des choses comme ça, pour en recréer une nouvelle. Donc, Honda, quelque chose. Et bah, là, après, il a explosé parce qu'il a eu l'idée de. Comme il y avait des pénuries d'essence, il a pris des petits moteurs qui consommaient peu et il les a mis sur les bicyclettes pour faire des motocyclettes. Et du coup, il est devenu leader mondial là-dedans. Good. Good, ok. Il y a une notion de résilience de l'entrepreneur. C'est assez rare qu'un entrepreneur réussisse la première fois. Et en fait, c'est relativement nécessaire d'être capable de recommencer. Et donc pour ça, il faut être capable de recommencer. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question de volonté, c'est une question de s'être mis dans une situation où on va pouvoir rebondir systématiquement. Il ne faut pas aller trop loin dans le délire. Et après, en général, sur chaque nouvelle entreprise, on essaie de profiter de ce savoir-faire et de cet acquis. On essaie de capitaliser dessus, de tout ce qu'on a appris. Ok? Good. Oui. J'ai reçu plein de choses entre hier soir et 13h30. Si c'est à ça que vous faites allusion. Ouais, j'ai reçu une palanquée. Qu'est-ce que... Ouais, je vous ferai un petit mail de réception pour chacun, effectivement. Ça, vous saurez. Oui, c'est une question intéressante. C'est bien de savoir si j'ai bien reçu pour pas qu'il y ait des surprises après. Ouais. Je ferai un petit mail de réception. Je vous avais demandé de travailler la dernière fois sur un petit exercice là, de probabilité, vous vous en souvenez? Vous avez oublié? C'était intéressant puisqu'on en parlait juste avant. Hein, on parlait de la question du... attendez, j'essaie de retrouver l'intitulé quelque part. On parlait du fait de bien être capable de maîtriser les statistiques. Parce que souvent on se trompe. Alors, c'était une question de... une population qui avait un taux d'infection par le sida qui était de 1 pour 1000. Et on avait un test de séropositivité qui était sûr à 99%. Et on se posait la question de quelqu'un qui a un test séropositif qui s'est fait tester et qui est séropositif, quelle est sa probabilité d'être vraiment infecté? La tentation, c'est de dire si le vaccin, si le test il est fiable à 99%, il a 99% de chance de vraiment avoir le sida. Sauf qu'en fait, quand on prend ça dans son ensemble et qu'on dit il y a 1000 personnes, si on teste 1000 personnes avec 1% d'erreur
il va y avoir et qu'il n'y a que 1 pour 1000 qui sont infectés, ça veut dire que sur 999, 1% d'erreur, ça fait 9 personnes. Donc il a une chance sur les 9 d'être, sur 10 chances, c'est-à-dire 1 qui est infecté et 9 qui ne le sont pas, il a une chance sur 10 de vraiment avoir ou pas, de ne pas être infecté. Vous me suivez ? Il faut toujours mettre le truc graphiquement. On a un ensemble de 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, il y en a une qui a effectivement le test du sida, enfin qui est effectivement infectée. Si on a si on a un test qui est juste à 1%, ça veut dire que 1% sur 999, ça veut dire qu'il va y avoir entre 9 et 10 personnes qui vont avoir un test positif, mais qui ne seront pas positifs. Donc, une personne qui va avoir, alors que cette personne-là, si elle est testée, elle a 99% de chance d'être effectivement dans le bon sens. Là, il y a 1% avoir un faux positif, et là, il y a 1% d'avoir un faux négatif. Donc, Et donc, du coup, si jamais quelqu'un a un test positif, il se retrouve dans cette catégorie-là. Il se retrouve dans les 10 chances d'avoir un test positif, dont un seulement l'est. Ok ? Bon. Ça, ce biais est très, très fréquent. Vous n'avez pas tout le temps d'aller faire les calculs et d'aller les rechercher d'ailleurs, parce que souvent j'imagine que vous avez dû aller les rechercher un peu. Prenez le temps de dessiner le truc. C'est plus comme ça qu'il faut se le représenter. Et en général, c'est terrible parce que quand on vous le représente comme ça, tout de suite, vous recommencez à faire des stats avec et à vous dire « Ah mais en pourcentage, ça fait quoi ?» C'est plus fort que nous. Bref. On a dit qu'on parlait maintenant, pour revenir au cours, de la question de la stratégie Océan Bleu, Blue Ocean Strategy. Ça vous dit quelque chose ? Bon. Donc en gros, ce sont des chercheurs de l'INSEAD. L'INSEAD, c'est ce MBA qui est situé en France, mais qui n'est pas du tout français, et qui est un des meilleurs du monde. C'est-à-dire que c'est dans les 3 meilleurs entre Stanford, Harvard et INSEAD. Mais dans pas mal de classements, ils commencent à être en tête. Ils ont un avantage très important qui est que ça dure qu'1 an au lieu de 2 ans. Et puis, ils ont un autre avantage qui est que tous les gens qui sont dedans parlent au moins 3 langues. Donc, c'est beaucoup plus international que les MBA américains qui ont toujours tendance à être un petit peu trop centrés sur l'Amérique. Bref. Et donc, ces 2 professeurs de l'INSEAD ont sorti un livre qui s'appelle le Blue Ocean Strategy et qui dit, en fait, la plupart des gens, quand ils font la stratégie, ils cherchent à aller vers, à rester dans la mer rouge où ils sont, et qui est rouge à cause du sang de tous les combats qu'il y a entre tous les concurrents. Et donc leur idée, c'est de dire, mais si on regardait exactement ce que veut le client, on pourrait trouver là-dedans des petits bouts qui nous permettent d'être dans un autre marché où il n'y a quasiment pas de compétition. Leur exemple fameux, c'est celui du Cirque du Soleil. Vous connaissez le Cirque du Soleil ? Vous savez ce que le Cirque du Soleil a fait de vraiment différent ? Pourquoi le Cirque du Soleil marche aussi bien et partout ? Pardon ? Ils n'ont plus de ménagerie. Ouais. La ménagerie, c'était le truc qui coûtait le plus cher dans le zoo et qui imposait le plus de contraintes. Et ils se sont aperçus que si on fait un zoo sans la ménagerie, enfin si on fait un cirque sans la ménagerie, on gagne beaucoup plus d'argent. Et pour les gens qui viennent, c'est pas ça qui compte, c'est pas la ménagerie qui compte.
c'est pas les animaux. Ça a été un temps, quand les animaux avaient l'air qui venaient d'endroits où... maintenant que toutes les grandes villes ont un zoo, c'est plus aussi intéressant. Et on va voir plutôt les acrobates, les clowns, les magiciens. Et donc ils font des spectacles autour de l'acrobatie, des clowns et des magies. Ça leur permet de gagner de l'argent qu'ils mettent dans le marketing, là où les autres cirques ont peine à survivre en trimballant leurs lions et leurs tigres d'une ville à l'autre. Et je ne vous parle pas de toute la logistique que ça implique, de toute la nourriture qu'il faut leur donner, les soins, etc. Donc on change une petite chose et tout d'un coup on n'est plus dans la catégorie des cirques, on est dans une nouvelle catégorie et qui a, elle, une autre structure de coût et qui pour autant va bénéficier de la structure de prix des zoos. Enfin, des cirques, j'ai vraiment envie de parler de zoos. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme stratégie Blue Ocean typique? Je suis un peu sec là-dessus. Mais enfin, si vous comparez ça avec ce que Porter a fait sur la question de la différenciation, on est quelque part un peu dans les mêmes idées. Alors ce qui est vrai, c'est que Porter, lui, parlait plutôt de la différenciation comme un plus qu'on ajoutait par rapport aux autres, alors que là, l'idée, c'est plutôt de faire un moins qui est finalement pas très important pour le client, mais qui coûte très cher dans le produit. Ok. Donc ça, c'est voilà les quelques grandes pistes pour vous, si vous voulez aller vers comprendre un peu mieux la stratégie qui s'applique à l'entrepreneur. Toujours avec cette idée que l'entrepreneur, sa façon de faire, c'est de faire de l'effectuation. D'accord ? Donc sa stratégie, ça ne va pas être une stratégie du type j'essaie de planifier un futur et de voir toutes les étapes que ça me demande et puis de voir comment je vais aller chercher des ressources pour réussir à passer toutes ces étapes. Ça, c'est une démarche qui n'est pas entrepreneuriale. Sa stratégie, ça va plutôt être de dire tiens, là, je peux commencer à travailler avec mes premiers clients, je peux commencer à délivrer les premières choses. J'espère que ça me permettra d'avoir plus de ressources et quand j'aurai fini ce premier cycle, je regarderai qu'est-ce que j'ai comme nouvelles possibilités stratégiques. Donc finalement, quand on regarde ça, c'est moins important. C'est moins important que ça en a l'air, la stratégie. C'est juste si on respecte des principes de base qui sont de faire attention à son écosystème, c'est plus facile. Alors le financement dans tout ça. Qu'est-ce que vous connaissez du financement des entrepreneurs ? Comment les entrepreneurs font pour se financer ? Alors, le crédit, Kickstarter. Quoi d'autre ? Leurs propres économies. Ouais. Les fonds d'investissement. D'autres idées ? Les business angels, c'est une forme quelque part de fonds d'investissement. Ok. Quoi d'autre ? Donc Kickstarter. Ouais. Pas d'autres idées ? Non ? Il y a encore au moins deux idées. C'est les fonds d'investissement, c'est les business angels.
Ça veut dire qu'ils vont mettre de l'argent, que ça va être un investissement, que ça va être comme les investisseurs, quoi, comme les levées. Ok. Mettre en gage un bien perso. Ça, c'est un peu la même façon que de faire avec ce qu'on a comme argent perso. Vous avez des clients qui peuvent payer d'avance. Et vous avez des fournisseurs qui peuvent avoir intérêt à ce que vous existiez. Et il se trouve que ça fait souvent partie des choses qui existent. C'est ce qu'il y a de plus fréquent en fait, comme financement. Oui. Des fournisseurs qui ont intérêt à ce qu'on existe. Des fournisseurs qui disent moi j'ai fait une super machine, personne ne me l'achète. Si il y a une boîte qui se développe grâce à cette machine, tout le monde va m'en acheter derrière. Je peux lui faire gratuite les 2 premières ou les 3 premières ou les. C'est mon intérêt. Je vais vous donner un exemple là-dessus. C'était pas un client, c'était un entrepreneur que j'avais croisé 2 mois plus tôt, et puis je le revois sur son stand au CES, donc le grand show de l'électronique grand public à Las Vegas, et il n'allait pas très bien, quoi. Il avait fait des produits qui étaient des produits qui faisaient qui permettaient de faire du sans contact dans les magasins. Donc c'était l'idée que dans les magasins, pouvoir avoir quelque chose qui lise les étiquettes sans contact et qui permettent de dire qu'est-ce qu'il y a dedans, combien il y en a en stock, etc. C'était sans doute intéressant, mais ça faisait 2 ans qu'il n'arrivait pas trop à aller au-delà du prototype dans les chaînes de distribution. Et là, donc, en termes de cash, il était un peu au bout du rouleau. Et j'en parle avec lui, et puis là, il m'explique que, en plus, son fournisseur de technologie avait monté une usine exprès parce qu'il croyait bien à ce concept, mais que lui était le seul client actuel de cette usine. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait une usine qui risquait de fermer à tout moment si on apprend que le seul client il fait faillite. Et ils avaient ce soir-là rendez-vous avec ses fournisseurs. Le lendemain, juste pour avoir posé la question, le fournisseur était OK pour leur faire une avance de 400 000 euros à titre d'un co-investissement marketing. Enfin, faut demander. L'argent était là. OK ? Alors, pour vous donner une idée de ce qu'on peut demander à des clients de l'autre côté, j'ai 2 histoires comme ça. J'ai une histoire de un client d'un de mes associés qui a besoin de lever 1 million d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il a passé un accord avec une grande chaîne de distribution et que la grande chaîne lui a demandé de lui livrer 30 produits et qu'à chaque fois, lui, ça lui coûtait 30 000 euros de faire un produit. Donc il avait besoin de 30 x 30, à peu près 1 million d'euros. Pourquoi est-ce que la grande chaîne elle veut ton produit ? Parce que ça va être un truc une activité qu'ils vont bâtir là-dessus qui va être très rentable. Bon, d'accord, peut-être qu'eux ils peuvent avancer l'argent. Ils nous disent que ça ils savent pas faire. Bon peut-être que les banquiers, les banquiers ils nous ont dit que non, c'était pas exactement leur métier. Bon, mais est-ce que tu allais voir les gens qui font du crédit bail ? Parce que tu as un actif que tu mets quelque part, donc ouais, le crédit bail il est OK. Il faut juste que le distributeur lui garantisse que si jamais il y a un problème, il puisse saisir la machine. Donc le contact dans la société de distribution, il dit oui, bien sûr, normal. Sauf que quand il commence à en parler à son service juridique, le service juridique dit personne vient saisir quoi que ce soit chez moi.
Ah, donc il était embêté. Et donc il commence à réfléchir et il se dit, en fait, moi, je peux facturer les magasins. Donc en fait, à chaque fois que vous livrez un magasin, je le facture, vous me facturez, donc ça peut être plus rapide. Et du coup, il n'y avait plus besoin d'1 million. C'est une boîte qui a monté, ils ont plus de 5000 collaborateurs aujourd'hui. Et des magasins, ils en ont, sur toute l'Europe, ils en ont 600 ou 700 d'équipés. Et pas besoin de partager le pouvoir avec qui que ce soit. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que ça change. Eux, ils avaient décidé que leur bureau, ça allait être leur appartement. Donc pendant 3 ans, ils recevaient leurs collaborateurs chez eux. Alors bien sûr, ils ont changé d'appartement à chaque fois, parce que quand il y avait 17 collaborateurs qui arrivaient, il fallait quand même un appartement un peu plus grand. Mais ils préféraient que d'avoir à aller marcher vers un bureau. Donc ça, un investisseur, il dit non, on ne peut pas faire ça. Il faut un vrai bureau, un bureau au bureau. Bon, ça coûte plus cher, mais... Et l'autre exemple, c'est qu'il y a un moment où ils ont décidé qu'ils allaient partir en vacances pendant 1 an. Et ils ont expliqué à leurs 4 cadres principaux qu'ils n'allaient pas être là pendant 1 an, qu'il fallait les déranger que si c'était très important. Et d'ailleurs, c'était mon associé qui servait de gatekeeper, c'était lui qui disait s'il fallait déranger ou pas les boss. Et donc ça, un investisseur, il n'aurait jamais accepté ça. Mais vous n'allez pas être là? Non, c'est ça, 1 an, je suis autour du monde. Ah non, mais c'est pas possible. Si, ça s'est fait très bien. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple du financement par le client. Autre exemple, un peu plus récent, c'est un de mes clients qui fait des objets connectés. Ça fait 2-3 ans qu'il a lancé ça, il avait facturé 50 000 € à tout casser. Hein. Et un distributeur l'appelle pour lui proposer de travailler avec lui. Et le distributeur, en fait, lui propose d'investir 200 000 € chez lui. Ça rime à quoi? Il va avoir 200 000 € de plus sur son compte, mais il va avoir une part du capital qui va être chez un distributeur. Ça n'a pas beaucoup de sens. Soit ils veulent tout racheter et à un vrai prix, soit ils prennent rien. Mais en revanche, ça peut être intéressant de discuter avec eux, donc on allait discuter avec eux. Et en fait, eux, leur besoin, c'était d'avoir une nouvelle activité autour des objets connectés. Et ils avaient l'intention de développer ça. Et ils étaient intéressés à la fois par nos produits et par notre capacité à faire des nouveaux produits. Et quelque part, eux, ils étaient prêts à s'engager sur des minimums. Ils étaient prêts à dire, nous, sur 3 ans, on est sûr de faire au moins 2 millions d'achats chez vous. Et quand on regarde ça, c'est pas aberrant. C'est une entreprise qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre, donc qui va acheter probablement plusieurs dizaines de millions d'achats chaque année. Et donc garantir sur 3 ans 2 millions pour une de ces gammes de produits, c'est pas un risque dément. Et pour notre client, avoir cet argent garanti, plus en fait une partie qui est payée de manière régulière, c'est le jour et la nuit. Donc les deux sont très contents de leur accord de distribution. Donc ça s'appelait un accord de distribution exclusif avec un minimum garanti. À partir du moment où on a garanti qu'on allait payer 2 millions sur 3 ans, les payer maintenant ou plus tard, c'est une question de trésorerie. Donc ce client qui avait 50 000 € de chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, il se retrouve maintenant à avoir 80 000 chaque trimestre. C'est plus sympa. Sans compter d'autres accords, puisqu'il y a des accords pour qu'ils puissent créer ensemble des nouveaux produits, etc. Donc il y a un sujet intéressant. Bon, mais ça initialement, les gens ils vous disent, ben non, mais ça c'est un client, c'est quand il achète son produit qu'il nous paye.
Non, tout est possible. Ok. Bon, alors maintenant, regardons dans le détail les autres possibilités que vous avez soulevées. Donc, vous avez parlé du prêt. Donc là, qu'est-ce qu'elle pense, la banque, dans un projet comme ça? Ouais, c'est pas très sûr. Qu'est-ce qu'on a dit de ce qu'une banque risquait quand il y a un de ses clients qui la payait pas? Bah, la banque, elle a besoin de trouver 50 autres clients qui payent pour compenser celui qui a perdu. Celui qu'elle a perdu. C'est difficile de trouver un client. Et quand le client, c'est un mauvais client, il en faut 50 autres pour compenser. C'est un métier de chien, hein. Donc les entreprises avec des forts risques d'arrêter ne sont pas très fans. Alors il y a un truc qui vient un peu les calmer, c'est qu'il existe ça et là des types de garanties proposées par BPI. Donc là, en général, ils sont un peu plus OK. Où il y a des prêts qui sont garantis par des subventions européennes. Là, effectivement, ça va un peu mieux. Mais quelque part, ce n'est qu'une forme d'avance sur des aides. C'est des formes d'aide, en fait. OK. Alors, il y a des formes de financement bancaire qui, elles, ne sont pas sur... il y a des formes d'intervention bancaire qui ne sont pas des prêts et qui ne portent pas sur votre propre signature. C'est tout ce qu'on appelle le factor. Le factor, ça ne porte pas sur votre signature. Ça porte sur la signature du client que vous avez facturé. Alors, qu'est-ce que le factor? Je vais vendre à EDF un service pour 1 million d'euros et EDF va me payer dans 3 mois. Et bien, je n'ai pas 1 million d'euros pendant 3 mois. Et le factor, lui, il va être OK pour prendre cette facture et m'en donner 70% maintenant et 30% au moment où le client paiera, moyennant un taux d'intérêt. Ça va. Et là, le risque qu'il prend, certes, il est un peu sur ma capacité à livrer ce service ou à livrer ce produit, sauf qu'au moment où on a facturé, normalement, le service a déjà été fait. Donc, normalement, il prend un risque sur EDF. Alors, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours leur façon de voir la chose. Comme souvent, ils ont été rachetés, tous les facteurs, par des banquiers. Ils ont un peu leur façon à eux de voir le truc comme oui, mais ça c'est un prêt pour une entreprise. Bon, c'est un sujet un peu compliqué, mais il y a des très bons spécialistes qui eux font l'intermédiation. C'est-à-dire eux, ils vont chercher le bon facteur. Et c'est pas mal du tout parce que eux, comme ils les connaissent bien, ils savent exactement comment présenter le dossier et comment leur parler quand ils font des problèmes. C'est-à-dire gentiment, mais en étant... Donc ça, c'est le factoring. Qu'est-ce qu'on peut demander à un banquier aussi? Toute la notion de crédit bail. C'est-à-dire soit pour acheter un bien et le louer, sous forme d'une location, soit pour vendre des produits sous forme d'une location, mais en touchant une somme tout de suite. Dans un cas comme dans l'autre, soit le client, soit le banquier va financer notre société, dans le cas du crédit bail, mais en ayant la main sur une garantie, soit il va financer nos clients, particuliers ou entreprises, et là donc du coup sa garantie c'est le fait que ces clients particuliers ou entreprises ont un bon niveau économique. D'accord? Comprenez les mécaniques là-dedans? Hein?
soit j'ai un client, je l'ai facturé, et attendre cet argent et de l'argent que j'ai pas sous la main et ça va me manquer, parce que je vais devoir continuer à payer mes loyers entre temps, et donc je vends cette facture quelque part en avance. Soit je vais acheter quelque chose sous forme d'une location, et donc du coup la pression sur ma trésorerie est étalée. Soit je vais vendre à un client un service qui, au lieu d'être étalé par mois, le banquier va m'avancer l'argent tout de suite et se fera payer mois par mois par le client. Alors parfois c'est un sacré piège, hein. Parfois il y a des clients qui ont cru qu'ils achetaient le service et qu'ils allaient le payer mois par mois, sauf qu'ils ont signé avec une banque qui elle dit « vous avez juste dit que vous alliez me livrer mois par mois, que vous alliez me payer mois par mois. Moi, c'est pas moi qui suis en charge de livrer le service, c'est cette entreprise-là et elle a fait faillite. » L'entreprise qui a fait faillite, c'est à vous de vous retourner contre elle pour qu'elle vous rende l'argent que la banque lui a donné pour payer votre banque. La banque, elle n'est pas responsable du fait que l'entreprise ait fait faillite. C'est vous qui avez contracté avec cette entreprise. Donc vous avez des gens qui ont plus le service, mais qui continuent à devoir payer tous les mois la banque. Pas génial. Mais logique. Un peu injuste, mais très légal. Allez, je vous dis ça pas pour rien. Je dis ça parce que quand vous faites du management, vous créez des règles. Et je vous avais expliqué qu'un des enjeux pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est d'être juste. D'accord ? L'injustice démotive tout le monde. Comment on fait pour être juste ? On fait des règles qui sont des règles justes. Dans le cas que je viens de vous décrire, ça respecte le droit, c'est-à-dire, vous, particulier, vous avez signé avec une banque qui vous a dit qu'elle allait payer pour vous le service et en échange, vous lui donniez quelque chose tous les mois. Vous avez payé d'avance le service à quelqu'un qui devait vous le livrer tous les mois et qui a fait faillite, donc ne veut plus vous le livrer. La banque n'est pas concernée par ça, elle continue à vous demander de l'argent. En termes de droit, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal. Ça paraît quand même bien injuste quand on est obligé de payer alors qu'on n'a pas le service. On est d'accord ? Il y a des études qui montrent que quand on raconte un cas comme ça à des étudiants et qu'après on a un petit questionnaire à répondre avec des stylos qui sont prêtés, il y a 3 fois plus de stylos qui disparaissent à l'issue du questionnaire. Ce qui montre que les règles que vous faites, quand elles sont injustes, elles permettent aux gens de se sentir moins tenus par les règles sociales. Quelles que soient ces règles en fait. Quand vous avez un panneau de circulation qui vous dit « attention ici, il ne faut pas aller plus vite que 30 km/h » et vous, le virage, vous le connaissez, à 90 km/h, vous êtes safe, quelque part, c'est l'ensemble des autres panneaux qui sont en risque. Quand vous faites une loi idiote, elle a pour conséquence de rendre les gens moins sensibles à toutes les autres lois. Donc c'est important. Alors, vous n'allez pas changer les lois, vous n'en êtes pas encore là, etc. Mais en revanche, dans votre entreprise, c'est vous qui faites la loi. Donc faites attention à la loi que vous faites. Vous pourrez toujours après râler sur les politiques qui ne font pas les bonnes lois, mais si dans votre entreprise vous ne faites pas la bonne, c'est vous. Ok ? Bon. Les investisseurs, les fonds d'investissement, on a commencé à parler de ça depuis quelque temps.
On a le problème d'avoir face à nous des gens qui sont dans un autre monde. Ils paraissent être des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui mettent leur argent sur des entrepreneurs pour qu'ils se développent. En fait, eux, ils ont une vision de ce qu'est l'entrepreneur qui n'est pas la bonne. Ils croient que l'entrepreneur, c'est juste un type qui travaille comme une brute et qui comment dire, qui est quelque part le représentant des investisseurs face aux salariés. Je dis ça, c'est pas anodin. Hein. Vous avez entendu parler du marxisme. Vous savez ce que c'est qu'une vision marxiste des choses. C'est une vision qui sépare le monde entre le monde des travailleurs d'un côté et le monde de l'argent de l'autre côté. C'est assez artificiel, hein. Ça présuppose que quand on est travailleur, on n'a pas d'argent. La plupart des travailleurs ont de l'argent et qu'ils placent d'une manière ou d'une autre, donc ils sont à la fois travailleurs et capitalistes. Mais bon, c'est pratique de faire des divisions comme ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, le marxisme, on ne l'entend plus trop parler. Et pour cause, partout où il a fonctionné, il a créé essentiellement de la pénurie et des morts. Et beaucoup de morts. Hein. Il y a le rapport entre ce que le nazisme a tué et le marxisme a tué, c'est de 1 à 10 un minima. Pourtant, s'il y avait un parti nazi français, il serait tout de suite fermé. Et il y a un parti communiste français qui a l'air d'exister encore, donc il y a quand même un débat. Pourtant, il y a un endroit encore dans le monde où on enseigne le marxisme, au-delà de la Chine et de la Corée. Dernièrement, un élevé sur le marxisme. Pardon ? La Chine, je crois, dernièrement, un élevé pour promulguer le marxisme. Ouais. Ok. Donc si on sort de la Chine et du Vietnam et de la Corée, et des quelques pays encore qui restent comme ça, c'est fascinant de voir que l'endroit où on développe le marxisme le plus pur, c'est dans les écoles de commerce. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez envie de nous parler des entrepreneurs sur lesquels vous avez fait vos sujets ? Nous vous écoutons. Alors, qu'est-ce que vous aviez choisi ? Pour ma part, moi, c'était Elon Musk. Elon Musk. Alors, d'où il vient ? Il est originaire d'Afrique du Sud. Ouais, c'est un Sud-Africain. Il est passé par le Canada pour faire ses études et après il est arrivé aux États-Unis. Ouais. Et, Et il a fait des études de quoi ? de physique et d'économie. Ouais. Il avait commencé une thèse aux États-Unis, mais il a arrêté pour monter une société dans l'Internet. Donc c'est pas Exocom, c'est Zip2, je crois, la première. Il a vendu, je crois, pour une centaine de millions de dollars. Et après, il a fait une autre entreprise la première était avec son frère, et la deuxième, c'était Exocom, qui après s'est appelé PayPal. Qui a racheté PayPal. Qui a racheté PayPal. Qui a fait une fusion avec PayPal. Lui, il avait de l'argent, PayPal n'en avait plus. Bon, bah les gars, on va faire une fusion. Et ça a bien se passer. D'ailleurs, il est toujours très pote avec les anciens de PayPal. C'est un vrai groupe. Hein, Ok. Et donc, ensuite, il a revendu tout ça sous le nom de PayPal pour là beaucoup plus cher. On est de l'ordre du milliard, ouais. Je crois que lui, il a touché 400 millions à titre perso. Donc, du coup, à partir de là, il avait pas mal d'argent et puis il a utilisé cet argent pour fonder notamment SpaceX. Ouais. Quelques années plus tard, il est rentré aussi au capital de Tesla et après il est passé carrément aux commandes de Tesla en tant que CEO. Puis voilà, il est surtout connu pour ça, pour Tesla et SpaceX. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a fait SpaceX ? Bah alors, c'était, j'ai envie de dire, presque idéologique, parce que lui, il voulait réduire drastiquement le coût d'accès à l'espace.
pour permettre éventuellement aux hommes d'aller sur la Lune ou sur une autre planète. Alors oui, c'est très juste. Il y a derrière l'idée d'Elon Musk de faire des fusées, l'idée qu'à un moment ou à un autre, il faudra que les hommes sortent de la Terre pour éviter qu'une catastrophe sur Terre soit la fin de l'humanité. En fait, l'inévitable météorite qui va arriver sur Terre et éraser toute l'humanité, il y a un moyen de l'éviter, c'est d'avoir une partie de la population qui soit sur Mars ou ailleurs. C'est cette idée-là, hein, presque. Hein. Et donc, dans sa réflexion, il y avait cette notion de pourquoi est-ce qu'on a arrêté la conquête de l'espace ? Et la réponse était parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher ? Parce que justement, on ne réutilise pas les fusées, donc c'est de l'argent gaspillé à chaque fois. Déjà, lui, il a regardé les fusées normales sans la question du réusage. Et il dit, moi, je suis un physicien, hein. Je regarde la quantité de matière que ça demande, le poids en métal, et puis je vois un rapport qui est de l'ordre de 1 à 30 entre le coût matière d'une fusée et le prix que c'est facturé. Donc il dit, moi, même sans la réutiliser, je peux faire des fusées 5 fois moins chères. Et en la réutilisant, elle serait 20 fois moins chère. Et il dit donc avec le même argent, on devient donc capable d'aller jusqu'à Mars. C'est ça ? Oui. Ok. Après, il a fait d'autres. Il a monté d'autres entreprises aussi. Ouais. C'est pas mal. Il y en a une qui s'appelle The Boring Company qui a pour but de réussir à creuser des tunnels pour beaucoup moins cher afin de résoudre le problème du trafic dans les grandes villes. Ouais. The Boring Company. Qui veut dire à la fois boring ennuyeux et boring creusé. Il a fondé aussi, je crois que c'est Neuralink, dont le but est de créer en quelque sorte des interfaces entre l'esprit humain et une intelligence artificielle. Ouais. Neuralink, ouais. Permettre de communiquer en fait, parce qu'il s'est rendu compte que le débit d'information était beaucoup plus important dans une machine que dans un cerveau humain, et donc c'est de faire l'interface entre les deux. Donc lui dit l'intelligence artificielle c'est un problème et un danger, mais il dit en revanche faire en sorte que notre cerveau puisse accéder beaucoup plus facilement à l'information que l'ordinateur peut arriver à sortir est un enjeu, donc il veut réfléchir à des implants neuronaux. Ouais, et il a aussi fait Solar City. Solar City, qui a été racheté par Tesla, qui fait des panneaux solaires. Il fait des panneaux solaires avec des batteries attachées ou des systèmes de batteries. Notamment, il a installé ça en Australie pour faire face aux creux dans les réseaux qui faisaient tomber tout le réseau, à surdemande, etc. Donc il a des batteries en permanence pour répondre aux pics de demande. C'est un petit peu cher, mais ça a déjà payé très largement le prix d'installation lors des derniers étés dans une des régions d'Australie. Ok. Alors, juste un petit détail, hein, lui c'est un entrepreneur all-in. C'est-à-dire, il a gagné 400 millions, mais aujourd'hui il a 0 cash. Hein. Il a 3 ou 4 ou 5 maisons de la région de Los Angeles. Il y a des gars qui sont allés faire des recherches. Aucune de ces maisons ne lui appartient. En fait, à chaque fois, c'est des maisons qui appartiennent aux banquiers, quoi. Il a tout leveragé. Il a rien de tout son argent est dans ces différentes boîtes. Ok, good. Et toi alors? Oui, il a aussi fait. Enfin, c'est pas une entreprise, c'est une initiative. C'est puisqu'il. Hein? Starlink, pour envoyer 12 000 satellites en orbite pour avoir accès à Internet. Alors, je suis pas sûr que ce soit. Ouais.
Non, je pensais à, en fait, les trains Maglev, là. Hyperloop. C'est son initiative initialement, mais il a mis un peu d'argent dans un des projets Hyperloop, mais il n'est pas plus que ça. Ouais. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait avec une. Ça, c'est une joke en fait. Hein. Le lance-flamme, c'était un truc inoffensif qui faisait une grosse flamme bleue inoffensive. Mais effectivement, il en a vendu 3 ou 4 000 comme ça, juste en parlant, quoi. Et toi, donc, tu avais fait quel entrepreneur? Sur Hans Thomann. Fondateur de Thomann, plus gros site de vente d'instruments de musique en Europe. Plus gros site de vente d'instruments de musique et matériel de musique en Europe. D'accord. Ok. À la base, il travaillait dans un cirque, donc flûtiste. Et il a voulu créer son magasin dans une ferme. Et puis, de fil en aiguille, il a une vingtaine de millions de clients. D'accord. Donc ça, c'est une bonne illustration de ce qu'est une activité de niche. C'est-à-dire se mettre dans un endroit où les gens n'ont pas tellement envie d'aller, où il n'y a pas tellement de quoi se nourrir pour les gros, mais on peut là-dedans faire de la domination ou de la différenciation. Ok. Bon, repartons sur notre sujet, les investisseurs. Là, on parle des investisseurs en capital. Donc, est-ce que vous savez comment fonctionne un fonds d'investissement? Est-ce que vous comprenez la mécanique d'un fonds d'investissement? Ouais. La mécanique de quelle source de rentrée d'argent? Ouais. D'où vient son argent? Comment il vit lui? C'est quoi son business model? Il facture des frais fixes et des frais variables. Les frais fixes qui se montent entre 1 et 3% généralement. Ouais. Du cash qui est investi. Ouais. De la performance. Ouais. Et après, il y a des seuils. On peut commencer à prélever des frais variables qu'à partir de 57. Ouais. Ce qui fait que, supposons que quelqu'un investisse 100, que l'année X, ce seuil, cet argent est à 150%, l'année X plus 1, l'argent retombe à 130. La montée de 130 à 150, elle n'est pas facturable en frais variables. Ça fait partie des détails fonds par fonds en fait. Mais dans le principe, donc, ce sont des investisseurs qui investissent l'argent des autres. La très grande majorité d'entre eux, ce sont des investisseurs qui investissent l'argent des autres. Ils reçoivent de l'argent, Ils vont chercher, ils vont eux-mêmes faire une levée de fonds. Ils vont faire une levée de fonds en disant voilà, nous on est capable de lever de l'argent, on est capable de gérer votre argent, et ils vont décrire du coup sur quoi ils vont investir. Ils vont décrire la catégorie d'investissement qu'ils vont faire, et ils vont expliquer pourquoi ça va être un super bon placement. Donc en général, ils vendent un taux de retour. Ils expliquent à tout le monde qu'ils sont capables de faire du 30% par an. Et ils visent en principe plutôt du 15%. Ce qui est déjà énorme, hein, 15% par an de manière régulière sur un investissement, c'est énorme. Hein. La plupart des gens aujourd'hui arrivent à faire du 3-4%. Le problème, c'est qu'en réalité, ils font du 2-3-4%, alors qu'ils ont des contraintes très importantes, puisqu'ils bloquent l'argent pendant 10 ans. Donc vous avez de l'argent qui est bloqué 10 ans, dans un fonds, qui va prendre des gros risques, et qui va vous rapporter moins que si vous le prêtiez au jour le jour à l'État français. Ça paraît un bon deal, hein ? Alors je vous rappelle qu'on est dans la notion de la théorie de portefeuille. On est dans cette notion où des très grands groupes d'assurance, des très grandes sociétés
fonds de pension, groupes mutuels, etc. Enfin, donc des gens qui ont beaucoup de réserves vont décider de comment allouer cet argent. L'exemple classique, c'est le fonds de retraite des professeurs de l'État de Californie. Donc c'est un des plus gros fonds du monde, s'appelle CalPERS, il y en a deux. Et donc en gros, c'est le fonds qui perçoit de l'argent tous les mois pour préparer la retraite des dizaines ou centaines de milliers de professeurs qu'il y a dans l'État de Californie. Et donc ils savent quand les gens vont partir à la retraite à peu près, et ils doivent être prêts à ce moment-là à leur servir de l'argent en fonction de leurs besoins. Donc normalement, ils ont mis l'argent et ils l'ont placé, et du coup ça permet d'avoir plus ou moins de retraite à livrer. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils disent il faut répartir nos risques. Donc on va en mettre une partie aux États-Unis, une partie en Europe, une partie en Asie. Puis après, dans cette poche Europe, il faut mettre un peu dans l'action, un peu dans l'obligation, un peu dans l'immobilier, un peu dans du divers. Et puis dans la partie action, il faut mettre un peu en bourse, une grosse partie en bourse, et puis une petite partie sur les actions un peu plus différentes. Et puis dans ces actions un peu différentes, on va trouver... donc vous voyez, ça fait un truc où, là, avec un arbre de décision, où on dit, il y a US, Europe et Asie. Et puis dans Europe, il y a IMO, action et puis obligataire. Et puis dans action, là, on arrive quelque part à une sous-branche où c'est les venture capital. Seulement quand on part ici avec 10 ou 15 ou 20 ou 60 ou 100 milliards de dollars, ici il y en a encore 30, ici il y en a encore probablement 10. Alors après, les 10 ils se partagent entre 10 pays, donc la France va en avoir 5 ou 6. Et puis ici, en gros, ils vont avoir, 10 millions ou 50 millions à placer. Et ils vont mettre ça sur 5 fonds. Donc quand vous êtes, tout en bas, il faut réussir à toucher le gars qui est chargé de distribuer l'argent sur le secteur du capital risque en France, chez tous les gros. Et lui dire, je suis un des 100 bonhommes qui viennent te voir pour dire que j'ai des super investissements que je vais faire pour toi. Et voilà comment on travaille. Alors voilà comment on travaille, il y a un peu de marketing, il y a des gens qui arrivent à dire nous on est le meilleur fonds de la place depuis tellement longtemps qu'il faut absolument que tu mettes des sous chez nous. Et du coup on est très cher. Donc c'est là où ce qu'expliquait votre camarade, c'est on prend 2% par an de frais de gestion. Quand on gère un fonds de 100 millions, ça fait 2 millions par an. Un fonds de 100 millions, ça se gère avec deux seniors et 3 juniors et une assistante. Donc 6 personnes à payer, un bureau de 200 mètres carrés. Avec 2 millions par an, on arrive à faire ça, non? Ça devrait se passer. Alors, selon les règlements avec les investisseurs, on doit payer aussi ou pas les frais de due diligence. En général, vous devez payer quand le deal ne se fait pas, et puis quand le deal se fait, c'est le deal qui paye. Donc ça fait une note d'avocat qu'en général on fait gonfler sur les deals qui se font, comme ça on n'a pas à les payer. Tous les gens qui travaillent avec eux ont subi une inflation de leur prix hallucinante. Il fut une époque où un audit, c'est-à-dire un comptable qui vient vérifier que les comptes sont bien comme il faut, ça coûtait 20 000 francs. C'est-à-dire 6 fois moins que 20 000 euros. Ça fait 3 000 euros pour un truc. Là, le comptable, il était content qu'il faisait un truc comme ça. Aujourd'hui,
il commence éventuellement à renifler du bout du nez un truc qui fait 50 000 euros de travail. Et ça leur arrive régulièrement de facturer des 150, 200, 300. Peut-être pas... ouais, ça arrive quoi. Mais pareil avec les banquiers, pareil avec les avocats, tout ça c'est hallucinant. Quand vous cherchez aujourd'hui qui sont les gens qui ont un salaire supérieur aux millions d'euros par an, c'est les avocats. Ils ne font pas un boulot particulièrement compliqué, on n'est pas aux États-Unis. Je vous avais parlé de cette différence entre le droit américain et le droit français. Donc aux États-Unis, oui, ça demande des heures et des heures de travail de préparer chaque dossier, parce que le droit est un droit qui est uniquement basé sur les cas, basé sur la jurisprudence. Donc forcément, c'est comme beaucoup plus de travail d'essayer d'envisager tous les jurisprudences que l'autre va mettre sur la table et savoir comment on va les contrer. En France, on a un droit romain, donc un droit qui est à peu près bien figé, avec très peu de jurisprudence. Donc normalement, on ne devrait pas avoir des notes d'avocat aussi élevées. Mais on est face à des fonds d'investissement qui ont tellement d'argent que c'est pas grave. Après ça, effectivement, quand les investissements sont rentables, ils ont droit à une part de la plus-value. Et en général, ce qu'on met, c'est ce qu'on appelle un hurdle. Le hurdle, c'est ce que gagnerait le fonds s'il était en bourse ou avec un fonds normal. Et donc il dit c'est au-dessus de ce pourcentage que c'est vous qui avez fait une performance. Et donc je vous donne 25 à 30% de ce qu'il y a au-dessus de ce hurdle. Donc c'est, je sais pas, c'est au-dessus de 6% par an de croissance, et ben le reste c'est pour vous. Maintenant, 6%, il y a plein d'histoires. Est-ce qu'on enlève de ça les 2% par an qu'on a touchés pour gérer? Parce qu'ils le prennent dès le départ. Hein. Donc quand ils ont 100 millions sous gestion, il y a 20 millions qui tombent directement dans leur poche, et puis après, il n'y a plus que 80% à investir. Et sur les 80%, donc est-ce que c'est 6% de 80% qui compte, ou est-ce que c'est 6% de 100 ? C'est pas la même chose. Et puis après, il y a d'autres questions qui sont, on touche investissement par investissement, ou on touche globalement sur le portefeuille ? Parce que si c'est globalement sur le portefeuille, chaque année qui passe et où on n'a pas pu finir le portefeuille, ça coûte très cher. Parce que ça réduit la performance moyenne du fonds année après année, et donc du coup on se rapproche du hurdle, et c'est comme ça qu'on ne va plus jamais toucher le moindre centime. Bon. C'est pour vous expliquer ce qu'il y a dans la tête d'un VC que vous allez voir. Lui, il est en train de se dire, tiens, moi mon truc, c'est de prendre de l'argent, de le mettre sur une boîte, de la pousser pour qu'elle aille le plus vite possible, et dans 3 ans, de revendre. Le problème, c'est que d'abord, ils ne sont pas dans l'effectuation, ils n'ont pas du tout conscience de cette idée que ça va se faire, on ne sait pas comment. Ils veulent qu'on leur dise comment. Et si ça devient différent du comment qui leur a été vendu au départ, alors c'est grave. Tu es en train de faire tes devoirs, c'est ça? Tu es en train de faire tes devoirs? Non? Et tu mens? Je sais pas lequel est le pire finalement. L'autre il a son livre ouvert comme ça et puis il fait ah non. J'y crois
crois pas. Enfin. Donc en général, un fonds c'est organisé comme ça. Il y a des juniors qui vous reçoivent, qui essaient de comprendre votre métier, et puis après qui essaient d'expliquer au senior que j'ai un super dossier, et le senior qui est là pour lui expliquer que attends petit gars, un jour tu seras un senior et tu sauras ce qu'est un vrai bon dossier, mais pour l'instant tu es là pour faire du processing. Mais c'est à tel point qu'en fait, ils prétendent voir 100 dossiers pour faire un investissement. Donc, ce n'est pas eux qui vont le faire, c'est les juniors. Et les juniors, ils vont faire 100. Et à chaque fois, sur chacun des 100, ils y croiront. Bon. Et du coup, vous vous trouvez avec des gens qui ne sont pas décisionnaires, qui sont très enthousiastes parce que vous avez fait une belle présentation, et qui, derrière, à une chance sur 10, vont vous dire oui. Sans que vous sachiez vraiment très bien. Maintenant, quand votre dossier va être bon, vous allez le sentir parce que vous allez avoir un senior qui va venir, qui va vouloir vous recevoir. Mais pour autant, c'est pas encore complètement gagné parce que il faut encore que le senior il dise non à 3-4 dossiers pour un dossier où il dit oui. Donc ça, c'est voilà les grands nombres. Et comme je vous le disais pour autant, c'est pas parce qu'il a mis de l'argent chez vous que c'est gagné. À San Francisco, qui est quand même le cœur de la machine, c'est 10 dossiers qui doivent gagner pour 10 000 ou 15 000 qui sont investis. Donc on est dans un rapport de 1 pour 1000. Ouais. Comment ça peut être rentable du coup d'investir dans des boîtes? Comment les fonds d'investissement font pour gagner de l'argent alors qu'il y en a si peu qui Alors, il y a leur légende. Leur légende, c'est de dire voilà, on va faire 10 investissements. Donc on va faire 10 investissements, c'est-à-dire ça c'est les dollars investis. Et donc à chaque fois, un investissement c'est 1 million. Donc on en fait 10 comme ça. Et puis donc après, en fait, sur les... alors je vais pas vous... Enfin, il faut que j'en fasse 10 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les 10, il y en a 6, ça fait 1, 2, 3, ouais, 6. Il y en a 6, ils vont rien donner, donc ça va être mort. Il y en a 3, ils vont donner un truc qui est à peu près 1 million. Et puis il y en a un, il va faire 1 x 10, donc il va faire 10. Donc en fait, sur les 10 millions que j'ai investis, je vais faire 13 avec ça. Donc c'est bien. Peut-être même que ça fera 20, et donc je vais faire 23 sur les 10 que j'ai investis. Ça, c'est leur légende. Parce que s'ils faisaient ça, ils ne feraient pas du 2% par an de retour, et il n'y aurait pas une boîte sur 1000 qui fonctionnerait. Donc c'est du marketing, c'est voilà ce qu'ils vendent à leurs investisseurs. Il y en a qui ont réussi à le faire, mais ils n'arrivent pas à le faire de manière régulière. C'est pas possible. Du coup, dans la réalité, c'est quoi? C'est genre le x10, en fait, c'est équivalent à... Enfin, ça compense un peu l'investissement qui a été fait. Ouais. Ouais. En fait, dans la réalité, il y a deux réalités. Il y a la réalité il y a la réalité de comment s'appelle-t-il Sequoia Venture. Donc la réalité de Sequoia Venture, c'est on sait que ces trucs-là sont pourris, mais quand on vend ce truc-là à un grand groupe, on lui dit à propos, tu nous rachètes nos trucs-là. Hein. Alors ouais, pourquoi pas, c'est juste. Enfin, sauf que les copropriétaires, ceux qui ont co-investi avec eux là-dedans, du coup, ils payent un peu pour ça, quoi. Donc ça, c'est une façon de faire. Sinon, les métriques, c'est plutôt un dossier sur 100 qui fait ça. Donc parfois, il est dans ton fonds, parfois, il est dans le fonds du copain. Donc du coup, tu as un fonds qui est « Waouh, putain, nous, on a réussi à faire Criteo ». Quand tu discutes avec les gens de Criteo, ils te disent « Ouais, enfin, ils ont réussi à faire Criteo, ils ne voulaient pas réinvestir,
On a trouvé un investisseur américain qui a enfin compris ce qu'on faisait. Et puis du coup, ils ont dit, ah bah non, mais nous on suit. Mais s'il n'y avait pas l'américain, il ne venait pas. C'est investir ça ou... Et maintenant, les mecs, ils ont gagné, à titre personnel, les gars du fonds, ils ont gagné plusieurs dizaines de millions en tant qu'investisseurs. Enfin, en tant qu'investisseurs de l'argent des autres. Avec ce qu'on appelle donc le carried interest. C'est ça le partage, la part de plus-value qui leur revient. On appelle ça le carried interest. C'est les termes. Qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui ne réussissent pas au final? Parce qu'elles sont incapables, elles font faillite, elles sont incapables de rembourser l'argent qui a été investi chez eux. Ouais, bah. Non, ils font faillite. On ferme. Et d'ailleurs, on dit qu'on raisonnait en perte acceptable. C'est-à-dire que genre, le fonds d'investissement accepte de perdre de l'argent. Non, lui, il raisonne en termes de qu'est-ce que je peux gagner. Et vous raisonnez en termes de qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier. Ils s'en foutent d'avoir perdu de l'argent. Oui. L'investisseur, en fait, l'entrepreneur risque rien. Non, l'entrepreneur risque rien, sauf qu'il a perdu 5 ans de sa vie. Et il les aura plus à nouveau, les 5 ans. Alors que lui, l'argent, c'est pas son argent, et il est là pour le faire. Il y a un autre truc, c'est que comme il voit qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont fermer, il va avoir des investisseurs en haut qui vont lui poser des questions sur « mais pourquoi ça a fermé ?» Donc du coup, il devient incroyablement bureaucrate. Le fonds d'investissement, c'est de la bureaucratie à mort. Ce qui est exactement ce que l'entrepreneur adore. Hein. Donc le fonds d'investissement, il demande constamment des reportings, répondre à des questionnaires, des machins, etc. Parce qu'il a besoin de pouvoir expliquer à son investisseur à lui que, regarde, là on était blanc-bleu. Hein. Là je peux te dire, c'était sûr que ça marchait. Hein. Si ça n'a pas marché, je t'assure, tu vois, on avait vérifié la marque de ces slips. Non, on ne pouvait pas savoir. Hein. C'est impressionnant en fait. C'est parce qu'ils ont une pression d'investisseurs au-dessus qui leur dit à chaque fois qu'un dossier ne va pas bien, mais quand même, ça fait le 6e là, qui ne marche pas. Là. T'es sûr que tu as le bon truc? Ah écoute, moi, toi, là, ça s'est écroulé pour telle raison et on ne pouvait pas le savoir. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir là-dedans? Oui, il y a un truc dont vous avez besoin de savoir. C'est que sur les 6 là, qui s'écroulent, il y en a probablement 2, 3 qui auraient dû rester. Et qu'eux, ils ferment parce que c'est pas vendable. Et qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Bah, je sais pas, moi, redonner les parts à l'entrepreneur ou. Ah non, ça c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une catégorie qu'ils appellent les morts-vivants. Les zombies. C'est quoi? C'est des entreprises qui n'ont pas besoin d'argent, dans lesquelles ils ont investi, qui n'ont pas besoin d'argent, mais qui ne vont pas croître. Qui peuvent en gagner, hein, mais qui ne sont pas vraiment vendables. Et là, ben, pour eux, ils préfèrent la mort du zombie à sa survie. L'entrepreneur, lui, préférait continuer son business. Hein. Il est bien. Hein. Et donc, il y a des articles d'investisseurs qui disent « Ah ouais, non mais le drame, là, aujourd'hui, c'est les zombies. » Ces idiots d'entrepreneurs qui n'ont pas la bonne idée de planter leur boîte plutôt que de traîner comme ça. Non, mais il y a un autre truc que je trouve effrayant. C'est sur celles qui sont mortes, là. Ben, il y a dans la Silicon Valley des équipes dont le métier, c'est de brûler tout, une fois que c'est mort, de vitrifier les cendres et de les enterrer à 5 km. Ah oui. Vous avez monté une boîte autour d'un brevet. La boîte ne marche pas. Vous la fermez. Si quelqu'un reprenait le brevet et en faisait quelque chose, il y a vos investisseurs qui feraient « Dis donc, c'était pas nous là, le brevet ?» Si. Mais la boîte avait planté. Quoi, attends, la boîte avait planté alors que l'idiot du coin, il a fait quelque chose? Non, vous avez mal fait votre boulot. Donc pour eux, c'est mieux que tous les déchets soient enfouis
profond, qui n'est jamais de remonter du phénix de ses cendres. C'est intéressant, hein? Je dis, quand je dis pour eux, c'est que c'est logique, vu la relation qu'ils ont avec leurs propres investisseurs, qu'ils se comportent comme ça. C'est pas pathologique, hein, c'est une réaction normale aux conditions d'environnement. Ok, je voudrais vous parler. Il reste combien de temps là? Ah, c'est fini. Mon Dieu. Déjà. Bon. La prochaine fois, on parlera d'un sujet qui est légèrement différent, qui est le financement de l'acquisition. Quand vous voulez acheter une boîte. Parce que ça, il y a des techniques un peu différentes. Là, pour le coup, les prêts deviennent possibles, etc. Et puis après, comme je vous le disais, on finira sur la question de l'hygiène de l'entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire de continuer à être quelqu'un en forme pour que sa boîte continue à perdurer. Bonne semaine et on se retrouve lundi prochain.